notre première live session, notre premier voyage, notre première rencontre, nous allons à mi-chemin entre Alger et Tripoli, à Tunis. Le Tunis des quartiers et de l'urbanisme, pas celui des plages et du tourisme. Et pour en parler, j'accueille Audrey Guiral-Napels, responsable adjointe de la division développement urbain, aménagement et logement à l'AFD. Merci de me rejoindre, Audrey. Ça va? Super. Donc, je le disais, Audrey, pour tous ceux qui sont derrière leurs écrans et avec nous ici, à l'amphithéâtre Avernike, que vous travaillez à la division développement urbain et aménagement, logement à l'AFD. En quoi, justement, la situation urbaine à Tunis est-elle remarquable? J'ai cru comprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie est un des pays les plus urbanisés de la zone méditerranéenne. 70% de la population y vit dans les villes, qui sont concentrées seulement sur 10% du territoire. Ces villes, elles se sont développées à travers une croissance urbaine très rapide, qui est venue de l'exode des campagnes, et elle a eu pour conséquence un étalement urbain très important, ce qui veut dire que les nouveaux quartiers se développent de plus en plus loin des centres et des emplois. Également le développement d'habitats spontanés qui n'est pas connecté aux services essentiels tels que l'eau ou les transports en commun, et évidemment le renforcement de la précarité sociale. Cette situation, aujourd'hui en Tunisie, elle est recensée dans 1400 quartiers et elle concerne 3,5 millions d'habitants. Quelle est la réponse globale engagée ? Alors, depuis une dizaine d'années, face à l'urgence sociale, urbaine de ces quartiers, la Tunisie s'est engagée dans un grand programme prioritaire de rénovation des quartiers populaires. C'est un programme qui s'appelle le Proville. Il est accompagné par plusieurs partenaires financiers, dont l'AFD, qui a octroyé sur les 10 dernières années plus de 240 millions d'euros pour l'amélioration des villes et le soutien au niveau municipal. Donc le Proville, il a principalement deux objectifs. Le premier, c'est d'améliorer la qualité de vie et les conditions de vie des habitants de ces quartiers. Et le deuxième, c'est de soutenir l'État tunisien dans le développement d'une politique urbaine durable. Alors, à l'issue du premier programme Proville, c'est 865 000 personnes dans lesquelles la qualité de vie a pu être améliorée. Le deuxième programme, aujourd'hui, qui est en cours, il touche encore 115 quartiers, 700 000 habitants, et il a été renforcé d'un dispositif assez innovant et assez pilote pour permettre aux habitants de participer en fait concrètement à l'avenir de leur quartier. Et ce dispositif, c'est la pépinière urbaine. Donc la pépinière, c'est une initiative qui a été lancée par l'AFD, qui s'est inspirée d'expériences conduites dans les villes, des grandes villes du Sud, des grandes villes du Nord, Johannesburg, São Paulo, Paris, d'urbanisme temporaire et d'urbanisme transitoire, avec vraiment pour but de faire participer concrètement les habitants à la conception des quartiers et à la conception des aménagements. Donc pour cela, ça repose sur beaucoup de concertation et de co-conception avec les habitants, mais on va le voir de manière beaucoup plus concrète très vite, sur des micro-projets qui viennent nourrir le grand projet d'investissement. Merci Audrey. D'ailleurs, votre invitée va nous en parler, elle va nous emmener au cœur justement de cette pépinière urbaine. Mesdames et messieurs, accueillons tout de suite Selima Meshkane. Bonjour, je vis à Tunis et grâce à des rencontres formidables, j'ai pu redécouvrir mon pays et je me sens plus impliquée tous les jours. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes magnifiques à vous présenter. Des personnes qui font du projet de la pépinière urbaine, appelé en Tunisie projet Nes El Houma, un projet socio-économique sans précédent en Tunisie. Voilà Sabri et Taqwa Juili. Aller à l'école n'a pas été toujours facile pour ces jumeaux. Le trajet de 1 km devient surtout problématique en hiver,
où les précipitations rendent la traversée de ruisseaux l'Oued assez difficile. Les plus aisés ont peut-être des bottes en plastique et de tenues imperméables, mais ce n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, le Pont d'Espoir, construit en collaboration avec l'Association tunisienne du travail social et culturel à Sidi Marouane El Bokri à Tunis, qui est une du projet, facilite non seulement la vie des élèves comme Sabri et Taqwa, mais de tous les habitants de ce quartier qui peuvent ainsi se déplacer plus facilement, pour que l'école reste accessible à tous. À 400 km vers le sud de là, je vous propose de rencontrer Khmaïs Jaweli. Khmaïs a été différent depuis son tout jeune âge. Il a dû quitter l'école dans sa ville natale à Matouaya, à Gebes, tant pour ses difficultés d'apprentissage que pour aider sa famille à survivre en faisant des collectes de bouteilles à recycler. Aujourd'hui, avec le fonds de subvention de la pépinière urbaine et grâce au soutien de l'association locale Nahwa à Matouaya, Khmaïs est capable de produire du fertilisant. Nous avons installé des composteurs à déchets à domicile dans tout le quartier. Aujourd'hui, donc, Khmaïs, il gagne mieux sa vie et rend service à sa communauté. Il est fier d'être différent aujourd'hui. Inspirée par la nature, elle aussi, Hanan Haj Amour est une véritable entrepreneuse. Elle est une des rares apicultrices dans sa région de Bouchama à Gebes. Et elle a compris sa valeur ajoutée et elle est la seule à travailler sur la transformation de la cire d'abeille en bougies parfumées et autres produits cosmétiques. Hanan rêvait toujours d'ouvrir un local pour accueillir les femmes de sa région et pour les aider à se lancer dans ce type d'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, elle a bien ouvert ce que vous appelez un tiers-lieu. Chaque semaine, elle accueille les femmes de sa région, leur apporte du soutien et des conseils et leur aide à se lancer dans ce type de business. Un esprit de ruche qui plaît à Hanan évidemment. Alors, ça c'est moi. Donc, ce projet Nesl Houma a aussi changé ma vie. Et je veux partager cela avec vous. Donc, tout a commencé avec le Covid et mon rapatriement en Tunisie. Durant cette période assez difficile pour tout le monde, je cherchais une nouvelle opportunité professionnelle, question de mieux découvrir mon pays, mais à la fois avec une valeur sociale assez concrète. Et c'est comme ça que j'ai intégré le LABES, un incubateur du groupe SOS Pulse, en tant que chargée d'accompagnement. Que ce soit à travers les accompagnements personnalisés des différentes organisations de la société civile, ou bien les ateliers de formation ou les chantiers participatifs que l'on mène dans les quartiers d'intervention, le contact humain est très important dans mon travail. Et les porteuses et porteurs de projets que je vous ai présentés, comme Hanan et Khmaïs, sont devenus des sœurs, des frères, bref, une deuxième famille. Je suis très reconnaissante et ravie d'avoir un impact positif dans leur vie. Merci. Bon, Selima, tu m'as émue, hein, donc ça je le savais. Donc Audrey, avec la pépinière urbaine, on défriche d'initiatives, on sème les graines pour une réhabilitation plus globale. Alors, tout à fait. Et je pense que ce qui est très intéressant et innovant, c'est vraiment la complémentarité et la rencontre qu'il y a entre des micro-projets vraiment portés localement d'une part et des investissements structurants qui viennent de l'échelle nationale. Ce qui est notable aussi, c'est le lien et le dialogue qui est permis à travers les pépinières entre la société civile, les habitants et les habitantes des quartiers, et l'institution, le niveau institutionnel, en l'occurrence l'Agence de rénovation urbaine de Tunisie, qui met en œuvre les projets et qui, à travers ce dispositif, a aussi évolué dans sa manière de concevoir
de concevoir les projets. Et puis une dimension forte, je pense qu'a très bien montré Selima, c'est aussi la temporalité, parce que ces projets, ils se mettent en œuvre rapidement, très rapidement, à court terme. Ils ont de l'impact tout de suite, ils changent, ils font avancer les choses tout de suite, tu l'as montré avec le tiers-lieu, et ils viennent en parallèle de projets structurants qui, eux, on le sait, mettent un certain nombre d'années à se mettre en œuvre. Et voilà, donc à travers ça, ce qu'on voit, c'est que cette participation et cette co-construction, in fine, je pense qu'elle contribue à la fois améliorer l'appropriation des projets et surtout leurs impacts. Merci Audrey. Selima, dans 5 ans, tu te verrais faire quoi? Tu serais 5 ans. Alors, espérons toujours au service de ma communauté. Ah, je ne suis pas surprise. Ouais. Peut-être moi aussi, je vais me lancer dans ma propre aventure d'entrepreneuriat social, que ce soit dans l'agriculture urbaine ou la transformation des énergies renouvelables, etc. Ouais, espérons. Merci Selima, tu es une inspiration. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci Audrey. Merci Selima. Et merci également aux partenaires qui sont engagés à vos côtés. Merci beaucoup. Alors, nous restons toujours en Afrique, mais plus à l'ouest, entre le Togo, le Bénin et la Guinée. Un programme permet aux jeunes filles de s'émanciper par le sport et à l'égalité des sexes et de s'affirmer. Pour en parler, on accueille tout de suite Laura Georges et Benjamin Couder. Bonjour tous les deux, ça va? Bonjour Laura, bonjour Benjamin. Ça fait plaisir, merci beaucoup de nous rejoindre. Donc peut-être les gens dans la salle connaissent Laura, en tout cas pour ceux ou celles qui s'intéressent un peu au foot. Un parcours exceptionnel, Laura. Donc si les fans de foot féminin connaissent ton parcours en équipe de France avec 188 sélections, au moins nombreux savent que tu assures maintenant la défense. Non plus des 18 mètres de terrain, mais des athlètes. Donc Laura est secrétaire générale de la Fédération française de football. Donc, il y a une vie après les terrains. Bonjour à toutes et à tous. Oui, forcément, il y a une vie après une carrière de sportive. En fait, le sport, c'est simplement une étape. Ça a simplement été une étape, mais ça a été une belle école de la vie. J'ai appris l'adversité, j'ai appris les défaites. Après, on apprend aussi à perdre, mais j'ai aussi appris la solidarité et le partage. Et aujourd'hui, j'essaie de le mettre au service de mes activités, et notamment de mon poste au sein de la fédération. J'apprends à mon fils de 6 ans à perdre. C'est dur, hein. Bon, Benjamin, donc la contribution du sport au développement des sociétés plus durables et inclusives est aujourd'hui reconnue de tous, j'ai envie de dire, enfin. Et l'AFD en a fait un axe stratégique. Est-ce que tu peux nous parler, tu vas nous parler justement de championne? Tout à fait. Merci beaucoup, Acha. Bonjour à toutes et à tous. Le sport est un levier formidable de développement durable et de cohésion sociale, comme vous l'avez dit, et c'est reconnu aujourd'hui d'un point de vue international. En fait, l'AFD a adopté une stratégie depuis 2 ans qui, justement, se sert du sport pour les objectifs de développement durable et qui contribue à son objectif 100% lien social. Le football, en l'occurrence, c'est un fabuleux langage universel qui réunit et qui fédère. Le football permet de transcender les terrains, les frontières. Il permet vraiment de s'émanciper. Et donc, c'est un peu cette conviction qui nous a réunis, la Fédération française de football, la FIFA et nous, l'AFD. Et donc, pour lutter contre les pratiques discriminatoires envers les filles et les femmes, nous avons lancé le programme Championne autour du football, justement. C'est un programme qui est implanté dans 3 pays, le Togo, le Bénin et la Guinée, par l'ONG Plan International et ses branches locales. Et en fait, on vient utiliser l'expertise de 3 structures différentes mais complémentaires, l'AFFF et la FIFA pour l'alliance entre le football et le développement, l'AFD pour sa spécialité sur les objectifs de développement durable, et enfin l'ONG Plan International pour la mise en œuvre efficace des projets sur le terrain. Alors, nous allons parler de championne un peu plus en détail tout à l'heure, mais Laura, l'émancipation des femmes par le sport, tu l'as vécu, donc je pense que tu as une bonne expérience et j'imagine que tu l'encourages. Oui, forcément, je l'encourage. Alors, vous savez, quand vous débutez le football, pour vous, c'est un amusement, mais en fait,
très vite, on fait savoir à nos dirigeants en fait, que ce n'est pas juste une distraction. Ce n'est pas du tout une distraction. Qu'en fait, une femme, lorsqu'elle joue au football, elle peut aussi devenir professionnelle. Elle a aussi l'ambition de faire du sport et en fait d'en faire son métier, d'être reconnue pour ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie qu'on puisse, et que l'AFD puisse accompagner ce programme sportif aux côtés de Plan International et que la FIFA et nous, la fédération, puissions vous accompagner. Parce qu'en fait, faire jouer les filles, c'est en fait leur donner de la considération. Si en France et en Europe, on pense que tout est normal, de faire du sport, c'est acquis pour ces femmes, en Afrique, en fait, c'est leur permettre, au-delà de leur foyer, d'avoir leur activité, d'avoir de la considération, de se sentir fiers. Et vous le dites, dans le développement, les gens aiment parler du développement, mais simplement, en fait, écouter les gens, les mettre en avant, se sentir fort et se sentir reconnu. Les gens en ont besoin. Et donc, c'est ce qu'on fait à travers les programmes, on les laisse jouer. Et voilà, il y a toute cette fierté qui se dégage. Merci Laura. Et championne, donc ça s'organise comment? Quelle est la mission et concrètement le programme? Alors concrètement, merci. Le programme, il est, comme je l'ai dit, implanté dans 3 pays par les ONG Plan International, les branches locales en fait de Plan International, en Guinée, au Togo et au Bénin. Il vise à accompagner 5400 filles environ sur les 3 prochaines années. Donc les jeunes bénéficiaires entre 12 et 24 ans vont pouvoir bénéficier d'infrastructures modernisées, d'équipements adéquats qui vont leur permettre une cohabitation harmonieuse entre joueurs et joueuses. Vraiment, le terrain devient un espace pour se développer, pour s'émanciper, se dépasser, pour partager. Et donc, avec ce type de programme, on est pleinement dans les grands axes stratégiques de l'AFD, dans les thématiques d'égalité entre les femmes et les hommes, mais également de sa stratégie 100% lien social. Merci Benjamin. Donc Laura, Tombodi, peut-être t'as entendu parler, c'est une joueuse nationale de Guinée-Conakry à participer au programme Championne. La 5e vague, justement, a emporté son billet d'avion. Elle aurait pu être là avec nous, mais bon, heureusement, nous allons retrouver sa bonne humeur et son enthousiasme à travers son autoportrait, donc auto-interview de Tombodi. Regardez. J'ai découvert le foot à l'âge de 6 ans. Et lors d'un match au jeu de salle avec les petits garçons de mon quartier, ma famille était littéralement opposée à mon envie de jouer au football. Je pensais que ce sport était uniquement pour les garçons. J'ai découvert le programme Champion grâce à la venue d'une délégation pour faire la détection dans ma ville natale. Ça fait 3 ans, je suis dans un centre de formation dénommé Académie d'élite de la Fédération guinéenne de football à Conakry. En vrai dire, le chemin parcouru n'a pas été facile. Mais avec ma volonté, mon abnégation, je me suis fait d'un bon chemin. Aujourd'hui, je pars à l'école, je joue au football. Je prends mes propres décisions. Ma famille est fière de moi. Je suis arrivé à me faire un chemin sans offenser mes parents. Aujourd'hui, dans ma communauté, les activités que nous pratiquons avec les hommes sont acceptées. Dans le domaine footballistique surtout. Ce programme est venu me prendre en charge dans un autre programme qui est le forward de la FIFA. En fait, je serai aujourd'hui mariée, mère de plusieurs enfants, sans pouvoir réaliser mes rêves. Dans 3 à 5 ans, je vois ma carrière au sommet. S'il faut même embrasser le foot, s'il faut même embrasser le professionnalisme. Ma vie serait remplie car j'aurais réalisé mes rêves et subvenir aux besoins de ma famille. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'être une footballeuse internationale, avoir un bon diplôme pour mon après-carrière, pour pouvoir défendre la cause des femmes sur tous les niveaux. À toutes les filles qui m'écoutent, ne perdez pas espoir. Pensez à vos rêves. Quand les obstacles dressent sur votre chemin, dites-vous que tout ce que l'on peut faire, la femme le peut. Merci. Elle est formidable, Tombodi. Et d'ailleurs, le message est très fort et clair. Laura et Benjamin, votre message justement pour les jeunes qui nous écoutent.
Alors mon message forcément pour tous les jeunes qui nous écoutent, c'est forcément croire en leurs rêves, effectivement. Se dire que tout est possible, vraiment tout est possible quand on y croit. Mais souvent, on a des jeunes qui pensent que le football, c'est devenir professionnel. C'est vivre une vie pour devenir riche. Et surtout, en fait, de faire les choses avec le cœur, de prendre plaisir dans ce qu'elles font. Et lorsqu'on fait les choses avec le cœur, les choses, en fait, s'enchaînent. Quand on fait les choses pour les bonnes raisons. Le deuxième message serait pour les parents. Parce qu'on peut avoir toute la volonté, toute l'envie de jouer au foot, mais si on n'a pas un soutien parental, si on n'a pas un soutien de ses éducateurs, parfois on a les ailes coupées, parfois on ne peut pas aller très loin. Donc le message pour les parents, c'est pousser vos enfants à être libres, à écouter leur cœur, encouragez-les. C'est vous qui allez déterminer leur succès. Et puis mon troisième message, forcément, il est pour vous. Vous êtes ici. Certains d'entre vous ont l'opportunité de avoir un impact sur des décisions, accompagner des projets. Mon message pour vous est simplement n'hésitez pas à investir dans le sport, forcément, parce qu'il peut vraiment changer des vies. Parce qu'investir dans le sport, donner l'opportunité à des jeunes de jouer, c'est aussi leur permettre en fait de s'exprimer. Et investir dans le sport féminin, dans les femmes, c'est déjà penser à la génération de demain. Des femmes qui seront des leaders, des femmes qu'on sortira sûrement de la rue, des femmes qui auront envie d'accomplir beaucoup plus. Lorsque vous avez cette possibilité, vous avez l'opportunité de toucher des gens et de faire vraiment des choses pour demain. En tout cas, merci et voilà, c'est ce que je souhaite en tout cas vous faire passer comme message. Merci Laura. Et Benjamin, peut-être juste un mot pour celles qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent, qui veulent se connecter au programme Championne. Peut-être un petit mot très rapide. Toutes les informations sont disponibles sur le site AFD. On a les fiches projets qui sont disponibles si vous voulez vous renseigner, même plus largement sur le partenariat entre l'AFD, la FIFA, la Fédération de football française et le sport et développement pour les ODD, justement. C'est disponible, renseignez-vous, n'hésitez pas à nous contacter pour vous engager à votre tour. Voilà. Vous allez avoir des sollicitations. Merci en tout cas Laura, Benjamin, merci bien, on peut les applaudir. Restez avec moi. On va changer de cap, mesdames et messieurs, on change de cap, on franchit l'Atlantique, on arrive dans un pays dont le nom seul s'ouvre à l'imaginaire, le Brésil. Plus précisément au Minas Gerais, une région et un État que nous fait découvrir notre prochain invité, bien que notre invité s'exprime très bien en français. Nous passons à l'anglais pour cette séquence, enfin sauf si vous parlez le portugais, c'est pas mon cas. Ready for boarding? Let's welcome Sergio Gusmão Suchodolski. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous joindre ici à Paris. Merci AFD, merci Rémi pour l'invitation. Thank you so much. I will talk a little bit about Minas Gerais. Je vais vous parler un peu de Minas Gerais. C'est là où le Brésil a commencé. C'est là où des villes coloniales ont démarré il y a 50 ans. C'est là où les beautés naturelles existent. Et c'est là également que se trouvent des grands défis de développement. Quand on regarde la beauté naturelle de notre État, où beaucoup des grandes rivières du Brésil naissent, les rivières de San Francisco et Vallée de Rio Doce, là où les plus grandes villes coloniales existent, comme Ouro Preto, qui était auparavant la ville la plus riche des Amériques au XVIIIe siècle. On regarde la capitale de Belo Horizonte, la troisième ville la plus importante du Brésil, avec une zone métropolitaine de 5 millions de personnes, avec de nombreux défis. Des défis
nécessitons le travail ensemble en mobilisant les ressources avec l'Agence française pour le développement afin de remplir notre mandat en tant qu'une banque de développement pour le XXIe siècle. Dans cette ville, nous avons commencé à travailler déjà en 2013. Par conséquent, je vous invite à m'accompagner dans un voyage dans le temps et dans l'espace. Et on va revenir il y a 8 ans en arrière, 10% donc de la vie de l'AFD. Là, nous avons pu signer notre premier accord pour 31 millions d'euros pour financer de nombreux sites différents. Tout d'abord, un projet d'énergie renouvelable, comme ici. Nous avons financé des projets de développement durable, y compris dans le secteur de la santé. Nous avons également financé le nettoyage de la ville de Belo Horizonte. C'est une source d'eau très importante. Vous voyez ici également la petite église qui est la première pièce d'architecture importante pour Oscar de Mario. Oscar de Mario était un des architectes qui a contribué à la construction du siège du Parti communiste français ici à Paris, avec de nombreuses pièces d'architecture pertinentes à travers le monde, y compris le siège des Nations Unies à New York et également Brasilia, la capitale du Brésil. Nous avons également travaillé ensemble dans le transport durable, dans un projet très important qui s'appelle Mobi Centro, qui relie le centre-ville de Belo Horizonte aux quartiers extérieurs en fournissant des services de qualité à ceux qui doivent prendre les moyens de transport chaque jour, notamment dans les parties les moins développées de notre capitale. Nous arrivons maintenant en 2020. La pandémie, le COVID, nous a frappé dur. Tout le monde est inquiet pour leur travail, tout le monde, surtout les petits entrepreneurs qui font face à des problèmes de liquidité. Ils essayent de trouver une solution et là encore, l'Agence française pour le développement établit un partenariat avec BDMG et nous avons célébré un accord de 70 millions d'euros en plein milieu d'une période les plus difficiles de la pandémie au mois d'août 2020. Encore une fois, nous avons pu financer des projets dans des municipalités. Nous avons pu soutenir des petits entrepreneurs. Comme là, c'est un vrai client de nous, PetJet, qui a pu recevoir ces fonds et relancer son activité d'une manière plus durable pendant la pandémie, en gardant des emplois. Dans l'ensemble, plus de 5 000 emplois ont pu être retenus grâce au soutien de ce programme entre l'Agence française de développement et BDMG. Nous avons également travaillé ensemble avec Bobo, un fabricant de gâteaux, une des plus célèbres dans notre ville. Il y a également un groupe de femmes qui travaillent avec elle et avec nous. Et c'est une des bénéficiaires de notre programme de financement des femmes. C'est un programme spécifique pour des petites entreprises avec à leur tête des femmes, entrepreneurs. Et là, il y a un impact direct pour ce qui est de l'ODD 5. Dernier point, non pas le moindre, nous avons également travaillé ensemble dans l'éclairage public. Ici, vous voyez un domaine important où nous avons travaillé ensemble avec l'Agence française de développement, à la fois côté préparation de projets, mais aussi en matière de l'efficacité énergétique, avec des impacts positifs en matière de la sécurité et pour améliorer la qualité de la vie. Et c'était le cas dans la petite ville de Minas Gerais. Également le recyclage.
Ça, c'est un de nos champions, propriétaire d'une très petite entreprise qui fait du recyclage de déchets dans l'État de Minas Gerais. Et elle a pu recevoir le soutien de BDMG grâce au partenariat avec l'Agence française du développement. Et maintenant, on tourne nos yeux vers l'avenir. Nous habitons à une époque où il y a l'urgence climatique. Rémi a parlé de Glasgow, j'y étais également, et nous avons beaucoup appris. Nous avons établi des partenariats avec des banques de développement multilatérales et l'Agence française de développement. Nous avons vu le secteur privé également accepter des engagements tout à fait pertinents. C'est un moment urgent. On doit établir des partenariats pour l'avenir. Il nous reste simplement quelques semaines pour financer le premier programme avec l'Agence française de développement et une banque brésilienne. Nous sommes très heureux de cet accord. Nous travaillons également sur la préparation d'un projet pour attirer des capitaux privés pour l'énergie, l'efficacité énergétique, des projets pour des routes durables et des projets d'eau et de traitement des eaux. Merci de m'avoir invité et ce serait avec plaisir que je continuerai à travailler avec l'Agence française de développement. Merci Sergio pour ce voyage très instructif dans le temps et l'espace. Et maintenant, Lucie. On va recevoir Lucie Assier-Souche. Vous êtes le responsable du système finance et dans ce voyage dans l'espace et le temps à Minas Gerais, on a soutenu l'État brésilien depuis longtemps en partenariat avec le Banco de Desenvolvimento. Est-ce que vous avez travaillé pour MDG depuis longtemps? Vous paraissez très jeune, n'est-ce pas? Bonjour, je travaille avec BDMG depuis 4 ans, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. BDMG a toujours été un partenaire naturel pour nous. Sergio l'a très bien présenté, parce que nous connaissons le territoire et BDMG joue un rôle clé dans le financement des investissements publics et privés. Et en 2013, c'était plusieurs premières, n'est-ce pas? Pour l'AFD, c'était le premier projet avec une banque de développement au Brésil et le premier projet également pour BDMG avec un donateur international. Donc, on a dû apprendre, mais on a construit ce partenariat ensemble. Je ne parlerai pas de tous les projets. Ils sont des belles photos que j'aurais pu vous montrer, mais j'aimerais vous parler du partenariat stratégique que nous avons mis au point. En plus des lignes de crédit, on a mis en place également une coopération technique avec BDMG. En 2013, on a mis l'accent sur aider BDMG pour devenir un pionnier vert et mettre en place le financement vert au Brésil. Et ensuite, en 2020, en soutenant les besoins de BDMG pour répondre à la pandémie et se préparer pour la suite, nous avons aidé la banque grâce à une coopération technique pour ce qui est des ODD. On soutient BDMG pour devenir un leader dans le financement des ODD au Brésil. Donc, notre partenariat a beaucoup évolué avec le temps. C'est un bon vin, ça s'améliore et ça ne fait que s'améliorer dans les années qui viennent. Vous êtes d'accord, Sergio? C'est comme un bon vin? Je suis toujours d'accord avec Lucie, toujours. Lucie, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu sur quelques projets qui ont été mis en œuvre pendant ce laps de temps? Si je passe à des détails, eh bien, nous avons travaillé avec l'État de Minas Gerais et l'environnement
de l'État et afin de pouvoir répondre aux priorités. Mais je crois que ça serait plus simple si je vous donnais des chiffres. Oui, bien entendu. La finance et les chiffres. Donc, le résultat de notre partenariat avec l'État de Minas Gerais, nous avons appuyé la mise en œuvre de systèmes de traitement des déchets et de systèmes d'assainissement de l'eau. Plus de 20 millions de personnes ont eu accès à l'électricité et 59 municipalités ont mis en place des systèmes d'assainissement. Et ceci a été possible avec la participation au budget et avec les municipalités. Et nous avons également essayé de connecter les politiques publiques avec le côté de l'investissement. Et nous avons travaillé avec l'État et des partenaires français afin de développer des plateformes qui s'appellent Climana Practica et qui essaient de diffuser des bonnes pratiques dans le secteur privé et public et de connecter des parrains de projets aux appuis techniques et financiers. Nous avons également appuyé l'État dans leur politique d'énergie pour le territoire grâce à des politiques durables. Et dans tout ce paysage, le BDMG a joué un rôle central parce que nous sommes à la croisée des chemins entre la politique publique et l'investissement. Et pour ajouter encore quelques chiffres à ce que Sergio a déjà dit, qui est le résultat de notre partenariat, depuis notre première ligne de crédit, plus de 55 000 personnes ont pu avoir accès à des services sanitaires et nous avons plus de 2 millions de personnes qui ont eu un accès amélioré au transport public. Nous avons essayé de nous adapter aux priorités de l'État qui sont le changement durable. Et en conclusion, je dirais que j'espère que je serai ici dans 10 années pour vous parler de la prochaine phase de notre collaboration. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que, Sergio, si vous voulez continuer notre voyage dans le temps, quelle est votre vision pour l'État de Minas Gerais, disons dans 80 ans? Je crois que nous avons un défi qui nous attend. Nous vivons à une époque où l'urgence climatique, nous sommes à la fin des ODD, nous sommes engagés avec l'agenda pour l'action d'Addis Abeba pour financer le développement et nous avons besoin de répondre à nos engagements en tant que banque de développement. Nous devons répondre aux urgences de l'AFD, nous devons apprendre de nos pairs avec les réseaux que nous construisons et je vais faire référence à une initiative qui nous avons lancée avec d'autres, qui est l'Alliance pour le développement de la Banque subnationale pour les Amériques et les Caraïbes. Nous devons trouver des solutions qui fonctionnent en Afrique, en Asie, en Amérique latine et mettre notre bilan au travail. Nous devons veiller à ce que le XXIe siècle, comme le voulait le général de Gaulle, pourra permettre à l'Agence française de développement d'émerger. Merci beaucoup.